Bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de Drôle d'endroit pour une rencontre. Nous serons en compagnie de la styliste Diane von Furstenberg, DVF comme on l'appelle également en reprenant ses initiales. Elle a inventé il y a 40 ans la robe portefeuille, une robe qui depuis est devenue une icône et qui est exposée dans les musées. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est une chose extraordinaire parce que c'est la robe qui plaît au mec, mais sa mère est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est sexy, mais pas d'une manière vulgaire. J'ai eu envie ce soir de faire dialoguer deux personnes dans un même lieu, l'historien Benjamin Stora et le romancier Gaël Faye. Vous verrez, leur dialogue sur l'exil et la littérature est un petit bijou, un moment de grâce et de bienveillance. Je pense que ce qu'il peut y avoir de commun entre nous, c'est la sensation de la précarité, de l'hésitation, de l'incertitude. Tout peut s'effondrer, on peut partir tout de suite. Mais tout de suite, dialogue philosophique avec Charles Pépin qui va nous enseigner les vertus et la sagesse de l'échec dans l'un des lieux les plus beaux de la capitale. C'est au musée d'art moderne de la ville de Paris, dans la salle dite de la Fée Électricité. Charles Pépin, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous publiez chez Alary Éditions Les vertus de l'échec et on avait très envie de dialoguer avec vous ici, au musée d'art moderne de la ville de Paris et très précisément dans cette salle absolument sublime qu'on doit à Raoul Dufy, c'est la Fée Électricité. Et dans cette fresque, il y a en quelque sorte toutes les personnes, tous les savants, philosophes, scientifiques, qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à l'invention de l'électricité. L'inventeur, c'est pour vous une belle figure de l'échec? Bah oui, notamment d'ailleurs Thomas Edison, que j'ai repéré ici. Oui. C'est quelqu'un qui nous apprend vraiment à endurer l'échec, parce que pour un inventeur, la seule manière d'arriver à établir une vérité, c'est de commencer par rectifier une erreur. Et Edison, c'est un inventeur génial, qui a déposé 1000 brevets et qui a autant réussi qu'il a échoué au fond. Hein. Ah oui, alors il a, je pense, au total plus échoué que réussi, même s'il a beaucoup plus réussi que nous tous, c'est ça qui est intéressant. Et il y a une phrase que j'adore, qui d'ailleurs était un des déclencheurs de mon travail sur le sujet, c'est parce qu'il essayait d'inventer l'ampoule électrique, puis justement il n'y arrivait pas, il a mis des années à y arriver, et un matin, après une autre nuit blanche, où ses hypothèses avaient encore été invalidées, etc., il n'y arrivait pas, et un de ses collaborateurs lui dit « Mais comment vous faites pour tenir après des milliers d'échecs ?» Et il répond une phrase qui est culte, il dit « Mais j'ai pas échoué des milliers de fois, j'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. » Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se dise quand on est blessé par ces déconvenus. Alors, il y a l'inventeur et il y a le scientifique, il y a aussi l'artiste. Ouais. Raoul Dufy, magnifique pièce, magnifique salle. L'artiste, c'est aussi une autre modalité de l'échec. Il faut dire qu'ils se ressemblent beaucoup. Hein. Bowie, par exemple, Prince, tous ces gens-là, Gainsbourg, Barbara, ça c'est que des biographies que je prends dans mon livre, que j'analyse. Ce sont des gens qui, finalement, ont trouvé leur vérité davantage à l'occasion de ce qui n'a pas fonctionné que de ce qui a fonctionné. Et ils ont réussi aussi à se rapprocher de leur désir à l'occasion de l'échec. Par exemple, Barbara, on ne sait pas, souvent, si on aime Barbara, voilà, des chansons sublimes. Moi, j'adore Barbara. Et en fait, j'ai appris après coup, je ne savais pas qu'elle avait tant galéré, qu'elle avait enduré l'échec, avec notamment cette anecdote troublante où elle postule pour une place dans un cabaret, elle y croit, elle pense que la galère va s'arrêter, et après audition, on lui dit « On a une place pour vous, mais en cuisine ». Et elle accepte ça, et pendant 1 an, elle fait la plonge. Et finalement, pendant ce temps, elle se dit « Mais qu'est-ce qui est important pour moi ? Qu'est-ce qui est pour moi mon étoile ?» Et finalement, elle va lui être fidèle. Mais elle aura eu besoin de l'échec pour finalement mesurer quel était son véritable désir. Et Gainsbourg, quelle figure de l'échec c'est? C'est-à-dire que Gainsbourg a échoué comme peintre, et cette porte qui s'est fermée l'a rendu disponible pour une autre aventure qui a été celle de la chanson. Vous êtes prof, vous enseignez la philo depuis très très longtemps. Est-ce que l'école, c'est pas le lieu où l'on apprend le plus tôt possible, non pas les vertus, mais le drame de l'échec? Mais je dirais que la note dominante de l'école française est très normative, et elle induit une dévalorisation des élèves qui ont raté, alors qu'on devrait s'intéresser
à ceux qui, dans un ratage, augurent d'un succès futur parce que c'est singulier, parce que c'est original, parce qu'il y a un petit pas de côté. Et je peux vous dire, en tant qu'enseignant depuis 20 ans, qu'il y a parfois des bonnes copies qui n'annoncent rien et des copies ratées qui annoncent énormément. En France, l'échec est pensé en entreprise comme un moment terminal. C'est une catastrophe. Alors, je suis un autre déclencheur dans mon travail, qui était de voir tous ces gens qui souffrent en France, hein, notamment mes élèves en tant que prof, ou des cas, des salariés que je rencontre en entreprise. Visiblement, on leur a jamais dit ce qui est une évidence dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la science, à savoir que l'échec fait grandir, que comme disait Lao Tzu, l'échec est le fondement de la réussite. Et puis, on est dans un pays où les gens se sentent un peu trop stigmatisés et blessés par leurs échecs. Donc ça aussi, ça a déclenché mon travail, cette espèce de décalage entre ce qu'on voit en France et la sagesse de l'échec, qui est une évidence pour les Américains, pour les Anglais, pour les Chinois. Quelle différence y a-t-il avec une certaine culture de l'entreprise américaine? Eh bien, c'est que, pour plein de raisons historiques qu'on ne peut pas résumer, dans ces pays-là, anglo-saxons, mais aussi scandinaves ou finlandais, eh bien, avoir échoué, ça signifie avoir entrepris quelque chose d'audacieux, ça signifie avoir une expérience, ça signifie aussi avoir connu un échec qu'on ne refera pas parce qu'on l'a connu, alors que chez nous, ça signifie être un raté. Finalement, il y a une sorte d'identification française entre avoir raté et être un raté. On a besoin de créativité, on a besoin d'innovation, on a besoin de gens qui osent finalement. Une figure comme celle de Steve Jobs, fondateur et patron de la marque mondialement connue Apple, vous l'analysez comment? Ben justement, il a connu l'échec et cet échec l'a reconnecté à la réalité. Vous savez, à un moment, il a énormément réussi, il était milliardaire, et puis ce succès l'a enfermé dans une sorte d'autisme, d'arrogance, de suffisance. Il n'écoutait plus personne, il était donc plus un bon manager. Et finalement, à l'occasion d'une entrée en bourse, il s'est fait virer par les nouveaux actionnaires. Il a donc été licencié de l'entreprise qu'il avait créée. Et comme il le dit lui-même dans un discours assez célèbre, il dit que c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée parce qu'il est retombé sur Terre. Et bien Steve Jobs avait oublié cette question. Il ne se la posait plus parce qu'il était endormi, abruti en quelque part par son succès. Et là, il s'est dit, en fait, ce que je sais faire, c'est faire des logiciels innovants, quoi, comme ce que j'ai toujours fait avec mon beau-père dans mon garage. Et il se remet à faire ça. Et c'est comme ça qu'il reprend pied dans une aventure de succès. Vous avez écrit juste avant ce livre un livre sur la joie. La joie, l'échec, Ouais. le cheminement, expliquez-le nous. Pour moi, c'est le même sujet. C'est-à-dire que je pense que les vraies joies sont articulées à l'échec. Notamment parce que c'est bien plus agréable, c'est bien plus profond de triompher après avoir échoué. On l'a tous vécu. Hein. Or, l'échec me donne une expérience du réel intensifiée. Regardez Thomas Edison qui est là. Vous ne croyez pas qu'il était en joie la nuit quand il échouait à inventer l'ampoule? Mais bien sûr que si. Et pourquoi il était en joie? Parce qu'au cœur de ses échecs, il expérimentait quelque chose de la vérité du monde. C'est-à-dire que ce qui me met en joie, et c'est ce que disaient aussi les stoïciens, c'est pas de réussir socialement et d'être encensé. Ça, c'est un petit plaisir mesquin. Ce qui me met en joie, la vraie joie, c'est quand je gagne en puissance, disait Spinoza, en puissance intellectuelle, quand je comprends mieux la nature des choses. Eh bien, l'échec a cette vertu de nous aider à mieux comprendre de quoi est fait le réel, finalement. Et ça, c'est la joie. Nous augmente. Il nous augmente. Et ça, c'est joyeux. Exactement. Il accroît notre puissance d'être pour peu qu'on ne soit pas dans la hâte de vouloir capitaliser tout de suite. Hein, pour peu qu'on sache endurer l'échec en se disant que tous les gens qu'on admire, les Nadal, les Gainsbourg, les De Gaulle, tous ces gens, en fait, ils ne sont devenus ce qu'ils sont qu'après avoir enduré des échecs. Ça devrait nous rassurer quand même. Rater, rater encore, rater mieux. Alors c'est la très belle phrase de Beckett. Magnifique. J'adore cette phrase, je pense que c'est un guide de vie. C'est quand vous êtes bloqué, c'est souvent parce que vous voulez trop gagner. Et si vous vous disiez au moment important, au moment du stress, en fait le but n'est pas que je gagne, mais que je rate mieux que la dernière fois, que je sois dans un chemin de progression, même si j'échoue, alors peut-être vous gagnerez. Et c'est que dans l'échec, nous touchons la nature des choses beaucoup plus que dans le succès. Cette espèce de chose contre quoi on se cogne, disait Lacan, qui résiste. Finalement, nous le rencontrons peu dans le succès. Mais dans l'échec, on réalise et on touche quelque chose. Et ben, de savoir s'arrêter pour se demander ce qu'on touche, c'est sûrement la clé de la réussite existentielle. D'ailleurs, c'est ce que raconte magnifiquement André Agassi, un grand philosophe pour moi, dans un livre qui s'appelle Open. Il raconte ce que c'est que d'avoir connu les échecs, le déclin, même la drogue. Il a chuté au classement ATP. Et puis finalement, il réussit à regagner Roland Garros, à redevenir numéro 1 mondial. Et là, il raconte
que ce triomphe-là, il est riche de tout ce qu'il a vécu, tous ses succès et tous ses échecs. On apprend de ses échecs, on apprend de ses erreurs. C'est le cas aussi en amour? Dure question. Ouais. Ce qu'on entend dans votre J'aimerais bien avoir la réponse. Ce qu'on entend dans votre question, c'est l'idée que l'échec amoureux est peut-être le plus dur. Mais peut-être que c'est le plus fécond justement pour cette raison. Regardez un truc simple. Quand vous êtes bien avec quelqu'un en couple, qu'est-ce que vous apprenez de la vie? Qu'est-ce que vous découvrez de la chair du monde? Qu'est-ce que vous découvrez de la nature des choses? Pas grand-chose, il faut le reconnaître. L'idéal, ce serait que dans un amour accompli, dans un amour heureux, on découvre plein de choses. Ce serait l'idéal et je milite pour ça. Mais la réalité est bien autre. Souvent, il y a une sorte de plaisir d'exister, une sorte presque d'endormissement bien agréable. Et quand vous êtes quitté, quand vous vivez une séparation douloureuse, là, c'est l'heure où le pourquoi s'élève. C'est l'heure où vous dites, mais qui je suis? À quoi j'aspire? Pourquoi j'ai été quitté? Pourquoi l'amour est parti? Ouais, ça, c'est une question. Et en fait, ces questions-là, elles ouvrent sur le réel de l'âme humaine, le réel de la subjectivité, le réel du désir, beaucoup plus que dans le succès. Mais est-ce qu'on s'améliore? C'est ça la question dans l'échec amoureux. Ou est-ce que c'est pas un pur échec gratuit ce qui le rend d'ailleurs si douloureux? Je ne pense pas qu'il y ait une spécificité de l'échec amoureux. Je pense que dans le cas de l'amour, comme dans le cas du métier ou d'autres choses, il peut y avoir une répétition pathologique du ratage qui fait qu'on n'en tire pas de leçon, on n'en tire pas d'apprentissage. Vous connaissez la célèbre phrase, l'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. En fait, ce qui est diabolique, c'est de la répéter à l'identique. Et ce qu'il faut simplement, dans l'amour comme dans le travail, c'est même si on répète un scénario d'échec, ça arrive à tout le monde, c'est que cette répétition, on soit assez attentif pour mesurer qu'elle n'est pas exactement une répétition à l'identique. Et à partir du moment où j'ai raté un tout petit peu mieux, j'ai la promesse de réussir ma vie. Et vous, Charles Pépin, avez-vous beaucoup échoué? Ce que j'ai vraiment vécu comme un échec, c'est de divorcer en ayant 3 enfants. Voilà, c'est un exemple assez banal, mais j'avais un projet qui était que ça marche pour toute la vie. Et en rencontrant le réel, ça s'est passé autrement. Et depuis, j'essaye, c'est vrai, d'en faire quelque chose de bien. Ce qui est intéressant, en plus, c'est pas la nature de l'échec, c'est le sentiment d'échec qu'on en a. D'ailleurs, c'est ça à quoi j'invite chacun. Vous savez, souvent, vous échouez et on vous dit, vous le vivez hyper mal, et on vous dit, mais c'est pas grave, tout le monde est passé par là, t'appelles ça un échec. Ressaisis-toi. Non, mais surtout, t'appelles ça un échec, mais il y a bien pire. N'écoutez pas ces gens. Au contraire, écoutez votre sentiment d'échec complètement. Accueillez-le et demandez-vous pourquoi ça vous touche tant. Et c'est là que vous allez commencer à vous rapprocher de vous-même et quelque part à envisager les conditions d'une réussite existentielle. Merci Charles Pépin. Merci beaucoup. Vous m'avez redonné espoir, c'est formidable. Merci beaucoup. Avant de retrouver une grande dame de la mode, Diane von Furstenberg, focus sur le phénomène des papis du rock. 50 ans plus tard, ils sont toujours là et c'est à se demander si ce rock n'était pas mieux avant. Vous les reconnaissez? Mick, Kiss, Paul, Neil et les autres. Ils ont tous dépassé les 70 ans. On les appelle les papis du rock. Et ils sont partout. Sur scène, en tournée, en festival, en studio. Les Rolling Stones annoncent un nouvel album. I feel really good about it. Chuck Berry, le père fondateur, vient de souffler ses 90 bougies. Les rockers des 60s sont devenus aujourd'hui des papis rockers. Le répertoire est génial, leurs chansons sont la bande-son de toute la génération des baby-boomers et ils remplissent les stades du monde entier en chantant les mêmes tubes depuis 50 ans. Une telle longévité dans la pop musique, c'est du jamais vu. Alors on peut se poser la question, est-ce que le rock, c'était mieux avant? Bien des choses ont changé. Bill Haley, Elvis Presley, Little Richard, Chuck Berry, les Beatles, les Stones, les Who. Ah, c'est sûr, le spectacle était total. Les guitares s'en souviennent. Une musique complètement en phase avec son époque, une vraie révolution. Ce son, c'est le rock'n'roll, la rencontre entre le blues et la country. Une génération naît avec et se l'approprie immédiatement. J'ai entendu une fois un rock il y a 5 ans, et c'était nouveau à ce moment-là. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. Cette bande-son répond aux aspirations d'une jeunesse pleine de rage et d'énergie. La jeunesse était rock. Le rock, c'était la jeunesse, fière et rebelle. C'était le temps de la contestation et de la libération des mœurs. 1969, Woodstock. Les organisateurs attendent 50 000 personnes, il en arrive 450 000. Du coup, c'est gratuit pour tout le monde, même pour les moutons.
Tout nu ou habillé, l'important c'est d'y célébrer l'amour de la musique, le rejet de la société et le sexe sous acide. La jeunesse avait sa devise, sexe, drogue and rock'n'roll. Elle avait aussi ses hymnes. Le titre My Generation des Who va devenir culte et prémonitoire avec ce passage qui résumait bien l'état d'esprit de l'époque. J'espère mourir avant d'être vieux. Mourir avant d'être vieux, c'était pas juste un slogan. Transgresser les interdits, vivre intensément jusqu'à s'en brûler les ailes. Et cette mystérieuse fatalité du rock, le club des 27. Bye bye Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, Jim Morrison et Kurt Cobain. Tous morts à 27 ans. Le rock, c'était aussi la culture du clash. Et à ce petit jeu, les Anglais étaient les meilleurs. Non, c'est pas vrai. Si, Mick. Vous exagérez. Pas du tout. On aimait votre guéguerre avec les Beatles. Les 4 petits gars de Liverpool, bien peignés, sourire coquet et rock gentillet. Et de l'autre côté, vous, les Rolling Stones. Bad boys, pleins d'arrogance et de morgue, flambeurs sexuels et magnétiques. Bon, c'était un peu pour du beurre, tout était orchestré par vos managers, mais c'était vraiment bête de choisir son camp. Qu'est-ce que vous pensez des Stones maintenant? Dans le temps, on avait l'impression qu'ils étaient plus engagés politiquement que les Beatles, avec des chansons comme Street Fighting Man. Oui, bah alors il serait temps qu'ils descendent dans la rue, alors. Commande, Mick, montre-toi et descends dans la rue. Mais avant tout, le rock, c'était ça. Ils peuvent tous te dire merci, Chuck. Et nous aussi, parce qu'ils se sont tous inspirés de ton jeu de scène. Angus Young et son jeu de guitare illuminé. Le pelvis d'Elvis. Jimi Hendrix, ses guitares et ses dents. Johnny qui se roulait par terre. Bref, les rockers étaient des bêtes de scène, des ensorceleurs, des monstres de sex appeal. C'était ça, les années 60. Cet esprit rock, Mick et ses amis lui ont survécu et il leur colle à la peau. Papy ou pas, chacun de vos concerts géants le prouve. Touché par la grâce du rock'n'roll, vous incarnez toujours le miracle d'une jeunesse éternelle, jouisseuse et rebelle. Elle est de la même trempe que Coco Chanel ou Sonia Rykiel. Diane von Furstenberg possède ce côté fantasque qui la rend accessible et familière. La papesse de la mode a pourtant un destin hors norme. Tout de suite, Diane von Furstenberg en 90 secondes et 3 mots. La robe portefeuille, c'est le concept qui a lancé la carrière de Diane von Furstenberg en 1974. On l'appelle aussi la wrap dress. Elle en vend plus d'1 million d'exemplaires en à peine 2 ans. Une robe tablier facile à enfiler qui colle à la femme des années 70, active, indépendante, sexy et sophistiquée. Un concept indémodable, encore porté par les grandes dames d'aujourd'hui. Jet-setteuse, Diane von Furstenberg naît en Belgique en 1946 d'une mère rescapée des camps. Son premier mari, le prince Egon von Furstenberg, l'introduit dans le monde de la jet-set. Elle devient une icône, fait la une du magazine Newsweek et fréquente Mick Jagger ou Andy Warhol à New York. Le roi du pop art lui consacre même un portrait sérigraphié en 1984. Empire, elle l'a bâti seule et aujourd'hui l'Empire DVF pèse très lourd avec ses 85 boutiques disséminées dans le monde entier. Elle fait partie des femmes les plus influentes du monde de la mode. En plus des robes, elle fabrique aussi des sacs, des ceintures, des chaussures et des parfums. Elle a sa propre émission de télé-réalité. Diane von Furstenberg, c'est la suprême élégance de la richesse et du succès, sans arrogance. Cité de la mode à Paris, c'est un endroit merveilleux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, à la dernière. Je suis très heureux de vous rencontrer. On est ici
juste au bord de la Seine. I know, c'est superbe ici. C'est la Cité de la mode et du design qui nous accueille. Immense plateau vide. C'est un très très bel endroit de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous publiez votre autobiographie chez Flammarion en France, La femme que j'ai voulu être. Vous êtes venue à la mode comment et quand? Je suis venue à la mode par accident. Quand j'étais petite, je ne savais pas ce que je voulais être. Mais je savais la femme que je voulais être. Je voulais être une femme indépendante, qui est in charge et qui conduit sa propre voiture. Je voulais une vie d'homme dans un corps de femme. Décrivez-nous ce qu'est cette icône de la mode, ce qu'on appelle la robe portefeuille. Comment ça vous est venu de la dessiner? Et ensuite, on va voir le succès incroyable de cette icône. D'abord, c'était un petit haut. C'était un peu les hauts comme les ballerines se mettent. Vous savez, les petits pulls qui se mettent comme ça cache-cœur. Le tissu, c'était ce jersey extraordinaire qu'on imprimait. Et les imprimés que je choisissais étaient toujours un peu fauves. C'était toujours un peu animal, même quand c'est pas un animal. Vous voyez, si vous voyez un zèbre ou une panthère ou même un poisson, les taches, elles ont un mouvement. Donc, voilà. Alors, vous imaginez le mouvement. Et puis après, le mouvement du corps, parce que vous la mettez, la robe, vous la mettez, vous la croisez, vous la tirez et vous partez. Alors, elle vous donne, en tant que femme, beaucoup de confiance en vous. Vous avez l'impression d'être habillée, mais les autres vous voient, vous découvrent le corps. Alors, quelqu'un m'a dit un jour, c'est une chose extraordinaire, parce que c'est la robe qui plaît au mec, mais sa mère est OK. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est sexy, mais pas d'une manière vulgaire. Mais c'est... Racontez votre expérience. Bah, écoutez, combien oui, je combien, confirme. Combien en avez-vous déshabillé? Un certain nombre. Voilà. Cette robe est responsable de la naissance de combien d'enfants? Beaucoup. Beaucoup. En fait, je sais pas si... Elle est tellement sexy une chose que je pourrais jamais dire en Amérique, mais peut-être je peux dire Vous pouvez France. tout dire en France. Eh bien, c'est une robe qui fait bander. Voilà. Je l'ai jamais dit, vous êtes le premier. Mais c'est une robe insensée. Le nombre de gens qui me racontent, oh là là, j'ai mis la robe, nanana, nanana. L'autre jour, j'étais avec Anne Hathaway, l'actrice. On faisait un événement ensemble. Et elle m'a présenté sa mère. Et elle me dit, voilà, ma mère et tout. Alors, sa mère, super excitée, elle me dit, écoutez, il faut que je vous dise quelque chose que même elle ne sait pas. J'ai séduit son père dans une rap dress. Et après, elle attend quelques minutes, elle me dit d'ailleurs, elle a été conçue dedans. Donc vous avez inventé la robe qui donne envie de faire l'amour. Apparemment, oui. Et ça mérite le prix Nobel. C'était avant le Viagra. C'était avant le Viagra. Ça mérite le prix Nobel, hein, Diane. Je sais pas. Si, je vous garantis. C'est un art mineur, la mode? Un art mineur, moi je pense pas que la mode est un art. C'est-à-dire, c'est du design, c'est... mais je sais pas si c'est... Il y a des choses, oui, il y a des coups d'art comme ça. Mais ma petite robe, c'est pas de l'art. Mais c'est une chose que les femmes se mettent et qui provoque... D'abord, c'est pratique, c'est joli, etc. Mais ça provoque une émotion, ça provoque un état d'esprit d'avoir confiance en soi. Donc c'est... Oui, donc c'est peut-être plus politique qu'artistique. Oui, c'est pour vous aider, quoi. C'est pour vous aider à être la femme que vous voulez être. Vous vous réveillez le matin, les yeux gonflés, là, je me sens mal, je dois aller voir mon boss, qu'est-ce que je mets? Eh bien, moi, ce que je dis toujours, c'est que DVF, c'est la copine dans l'armoire. Vous n'avez jamais fait une collaboration pour profiler une robe pour le marché de masse qui se vendrait à des centaines de milliers ou à des millions d'exemplaires? Non, mais j'en ai vendu, ma robe dress, j'en ai vendu 15 millions. 15 millions, ce qui est colossal. C'est incroyable. Vous avez dit que cette robe était à la fois sexy et structurante. Oui. Quel est le rapport que vous entretenez au féminisme? Ah, moi, je suis super féministe. Vous ne pouvez pas me donner au plus de M possible. Féministe.
Dans la mode, les femmes ont quand même été importantes. Il y avait Chanel, il y a Sonia Rykiel, il y avait Madame Gray, il y avait Vionnet. Enfin, je veux dire, on n'est pas passé inaperçu. Christian Lacroix m'a un jour dit, nous, les hommes stylistes, on fait des costumes, vous faites des vêtements. C'est vrai, parce qu'on sait les mettre, parce qu'on a envie de choses pratiques, etc. C'est un milieu plus facile pour une femme que d'autres milieux. Je ne me suis jamais sentie petite d'être femme. Pour moi, c'était toujours un avantage. D'abord, ma mère m'a toujours dit que c'était un privilège d'être femme. Je me suis séparée très vite de mon mari, j'avais 2 enfants. J'ai eu beaucoup d'amants, je me suis bien amusée, mais j'étais sérieuse en même temps. Enfin, je veux dire, j'ai fait une vie... j'ai fait la vie de rêve. En fait, il y a 2 héroïnes dans ce livre. Il y a vous, évidemment, il y a aussi votre mère. Racontez-nous l'histoire de votre mère. C'est bizarre que vous dites ça parce que, en fait, l'idée à l'origine, c'est que je voulais raconter l'histoire de ma mère quand elle avait 22 ans, en mai 44. Elle était dans un réseau de résistance et elle a été attrapée et elle a été amenée à Malines, au camp de Malines, qui est l'équivalent de Drancy ici. Et en Belgique. Et alors, elle avait très très peur d'être torturée pour avoir des renseignements. Mais bon, elle a été déportée. Elle a été à Auschwitz. Et après, ils ont été passés à Ravensbrück, au camp de femmes. Et puis encore dans un autre camp où finalement, les Russes d'abord et puis les Américains sont arrivés. Et elle pesait à ce moment-là 29 kilos. Alors, elle est rentrée chez sa famille. Et puis son fiancé est arrivé au bout de 6 mois de Suisse où il était. Et quand ils se sont mariés, et le médecin a dit à mon père, faites très attention parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, parce qu'elle ne va pas pouvoir résister, et puis l'enfant risque de ne pas être normal. Et ben, 9 mois plus tard, je suis née et j'étais pas normale. Et c'est extraordinaire parce que j'ai trouvé plein de choses et puis j'ai trouvé un formulaire qu'elle avait rempli à cette époque-là, quand on l'a trouvé. Et alors on dit état de santé et elle dit très bonne santé. Elle était un cadavre. Et ça prouve tellement de choses. Elle vous a transmis donc l'amour de la liberté et le fait de refuser la peur aussi. N'aie pas peur et sois libre. Non, d'abord, avant tout, son plus grand cadeau, la peur n'est pas une solution. Alors, si j'avais peur du noir, elle m'enfermait dans un KGB noir. Alors, c'est pas du tout politiquement correct, mais ça marche. Si la peur, pourquoi tu as peur? Tu as peur, mais tu es folle. Ça sert à quoi d'avoir peur? Donc, je n'ai pas peur. Et deuxièmement, surtout, quoi qu'il arrive, tu n'es pas une victime. Alors, elle-même, donc c'est pour ça que même mourante à 29 kilos, si on lui demande quel est votre état de santé, excellente santé. Vous voyez ce que je veux dire? Parfaitement. C'est le refus de la victimisation. Quelles femmes vous ont inspiré, à part votre mère? Ah non, alors les femmes qui m'ont inspirée, c'est plein de femmes différentes. Par exemple, Marlène Dietrich, parce qu'elle était divine. Elle était la plus divine, la plus sophistiquée. Et la voix, et puis en plus, c'était une femme ouverte, et puis etc., etc. Mais ça peut être Marlène Dietrich, ça peut être Mère Teresa. Mais celles qui m'inspirent le plus, c'est des femmes que, si je vous dis leur nom, on les connaît pas. Mais c'est des femmes qui ont survécu, et voilà. C'est un immense privilège de vous avoir rencontré. Mais vraiment, je le dis, c'est rare de rencontrer la personne qui a produit... C'est gentil, parce que je suis sûre que vous dites pas ça à tout le monde. Vincent Delerme nous a accordé un moment pour la sortie de son nouvel album. Nous le retrouvons juste après la rencontre entre l'historien Benjamin Stora et le jeune écrivain Gaël Faye, réunis, vous allez le voir, dans un lieu chargé d'histoire. Un lieu de mémoire aux portes de Paris, un slameur écrivain qui raconte le génocide rwandais à hauteur d'enfant, un historien spécialiste de l'immigration et de l'Algérie, Gaël Faye et Benjamin Stora se rencontrent au musée de l'histoire de l'immigration. L'écrivain, c'est Gaël Faye, le phénomène de la rentrée littéraire.
Avec Petit Pays, son premier roman sorti en août dernier, il entre par la grande porte dans la famille des écrivains. Mais ses premiers textes sont beaucoup plus anciens et remontent à un traumatisme de l'enfance. J'ai commencé à écrire quelques jours avant d'être rapatrié en France. Puis après ces textes-là, je les ai mis en musique. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Né d'un père français et d'une mère rwandaise d'origine Tutsi, Gaël Faye a grandi au Burundi, pays voisin du Rwanda, avant et pendant le génocide. Il puise dans cette enfance des thèmes comme le paradis perdu, l'exil ou la double identité, et se fait d'abord un nom dans le milieu du rap. Ma femme, c'est une bombe, une hécatombe, et quand elle passe dans ton monde, tous les gars tombent. Mais qu'il tienne un micro ou un stylo, Gaël Faye fait l'unanimité. Petit Pays a intégré la liste du prix Goncourt dès sa sortie et remporté les prix Fnac et Cultura. L'historien, c'est Benjamin Stora. Lui aussi a vécu la guerre, celle d'Algérie, et le retour douloureux en France. Lui aussi raconte des histoires, mais avec la rigueur du chercheur. Benjamin Stora est l'un des premiers historiens français à s'attaquer au déni de la guerre d'un côté ou l'autre de la Méditerranée et au nécessaire travail de mémoire. Bref, commencer à regarder enfin en face ce qui s'est produit pendant la guerre d'Algérie. L'historien a aussi collaboré au film Indochine et coécrit Là-bas mon pays, long métrage consacré au retour d'un pied noir en Algérie. Aujourd'hui, Benjamin Stora publie une œuvre plus intime. Les photos de sa propre enfance illustrent son dernier ouvrage consacré aux Juifs d'Algérie. Gaël Faye et Benjamin Stora, deux époques, deux guerres, deux destins, mais une même quête personnelle. Voilà pourquoi nous les avons réunis au Musée de l'Histoire de l'Immigration. Bonsoir Benjamin Stora. Bonsoir Gaël Faye. Drôle d'endroit pour une rencontre. Dites-nous exactement, monsieur le président du musée de l'histoire de l'immigration en France, où on se trouve là exactement et face à quoi surtout? Nous sommes au palais de la Porte Dorée, qui est le dernier vestige de la gigantesque exposition coloniale de 1931. Et là, nous sommes dans le forum. Et dans ce forum, il y a tout autour des fresques magnifiques, d'ailleurs, des années 30, avec cette fresque qui symbolise la puissance de l'empire colonial. Là où le soleil ne se couche jamais, bien sûr, l'Asie, l'Afrique subsaharienne, etc. Et puis ce lieu, donc, est devenu le musée des colonies et ensuite le musée des arts africains et océaniens sous la conduite d'André Malraux dans les années 60. Eh bien, monsieur le président du musée, merci de nous accueillir chez vous. Maintenant, je vais vous accueillir chez moi. On va s'installer là. Benjamin Stora et Gaël Faye, merci d'avoir accepté le principe de ce dialogue. Benjamin Stora, vous dirigez ce magnifique musée de l'histoire de l'immigration. Vous publiez au Seuil une histoire dessinée de la guerre d'Algérie. Vous publiez un autre album chez Larousse, C'était hier en Algérie, 3 points de suspension. Gaël Faye, vous publiez, vous, chez Grasset, un roman qui s'intitule Petit Pays. Alors, c'est étonnant de voir 62 pour vous, 1962, 1995 pour vous, 2 régions du monde et finalement 2 expériences très similaires de l'arrivée en France, de l'arrivée dans la langue française. Racontez-nous l'histoire de votre exil. Racontez-nous ce que vous avez quitté précisément. Alors j'ai quitté un Bujumbura le Bujumbura du printemps 95 qui venait de vivre, ce pays venait de vivre 2 ans de guerre avec, on disait à peu près 50 000 morts sur cette période de 2 ans qui avait été commencé avec un coup d'État en 93 et l'assassinat du président. Et donc j'ai quitté cette violence qui était quotidienne. Et ce qui était étrange, c'était que nous avions vécu heureux. Et le souvenir qu'on gardait de cet endroit qu'on quittait précipitamment, c'était ce souvenir de violence. Donc il y a eu aussi cette envie de renouer aussi avec le bonheur qu'il y avait eu avant. Donc j'aimais le Burundi où j'ai grandi, ce petit pays d'Afrique centrale perché en altitude, comme je dis dans certaines de mes chansons. C'était un lieu où je vivais entouré de familles, entouré d'amis, et j'ai dû le quitter. Donc en ça, c'est un exil.
Benjamin Stora, français venu d'ailleurs, ça vous va ou pas? Et en exil ici? Forcément français venu d'ailleurs, puisque en fait, j'appartenais, moi, effectivement, aux Français d'Algérie. Les Juifs d'Algérie étaient français en 1962. Donc, ils pensaient être français à part entière. Mais c'était pas si simple, parce qu'en arrivant en France métropolitaine, bah, ils se sont aperçus que c'était pas tout à fait des Français comme les autres, notamment l'accent. C'est ça, c'est la langue française, hein, pour commencer. Parce que c'est fondamental, je veux dire, la question de la langue, parce que la France, c'est d'abord une patrie culturelle, fondamentalement. Hein. Et donc, la pratique de la langue et l'accent qui va ou pas avec cette langue, c'est quelque chose de fondamental, bien entendu. Donc, au lycée... Et en arrivant ici, vous avez appris à perdre l'accent pied-noir? Ah bah oui, il fallait, hein. Il fallait, parce que comme ça, c'était pas dans le regard de l'autre, c'est dans l'oreille de l'autre, ouais, qu'il y avait manifestement la tendance à voir des gens différents. Vous aviez quel âge quand vous êtes parti du Burundi? J'avais 13 ans. 13 ans. Et vous, Benjamin, quand vous êtes parti d'Algérie, quel âge? 12 ans. Par-delà les générations, est-ce que vous échangez un regard l'un sur l'autre? Et si oui, qu'est-ce que vous voyez chez celui qui est assis à côté de vous? Benjamin Stora? Ce que je peux voir d'abord, c'est effectivement une différence de génération. Et c'est ce qui marque, à mon avis, l'exil, c'est cette espèce de précarité. Je pense que ce qu'il peut y avoir de commun entre nous, c'est la sensation de la précarité, de l'hésitation, de l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est, tout peut s'effondrer, on peut partir tout de suite, quoi. Je veux dire, c'est ça, on est sur le qui-vive, en fait, fondamentalement. Et le vieillissement, tant d'années après. Oui, le vieillissement ne change rien à cette affaire-là. C'est-à-dire le sentiment de la possibilité de la perte, de l'abandon et de se retrouver seul. Ça, c'est quelque chose qui part pas dans le rapport aux autres, dans le rapport aux femmes, dans le rapport à l'histoire. Il y a cette question de la peur de se retrouver sans rien. Vous avez tous les deux fui après la guerre. Comment la guerre surgit dans la vie d'un enfant? Ça, vous le racontez parfaitement dans le livre. J'ai eu besoin de faire ce roman pour retrouver ces moments-là, parce que comme ça, on pourrait croire qu'il y a un moment, le coup d'État par exemple. Et en fait, la guerre, elle arrive par petites touches, comme par petites impressions. C'est un niveau qui monte. La guerre, c'est pas un événement, c'est pas un choc unique, c'est un niveau de violence qui monte progressivement, oui, c'est ça? Oui. Et on bascule à un moment. Et je me suis même rendu compte que dans la région d'où je venais, elle passait beaucoup par le langage, par les mots. Et c'est les mots qui ont commencé à être travestis, qui ont commencé à porter la violence en eux. Par exemple, vous pensez à quel mot? Je pense au mot cafard, Inyenzi, comme on disait au Rwanda. Et ce mot-là et d'ailleurs, on l'utilise encore aujourd'hui au Burundi, on l'entend dans les discours politiques. Donc c'est un mot qui désigne une partie de la population, sans vouloir dire son nom, mais tout le monde sait qu'on parle des Tutsis. Et c'est comme ça que on propage des idées, on propage des sentiments, on propage la haine. Benjamin Stora, en Algérie, c'est pareil, c'est un niveau de violence qui monte peu à peu avant qu'on bascule dans la guerre. C'est comme ça que vous vous en souvenez aujourd'hui? Ah, tout à fait, c'est une violence qui avance à petits pas, quoi. J'allais presque dire à bas bruit, puis d'un coup, il y a une déflagration. Alors là, on s'aperçoit qu'effectivement, dans la rue, il se passe beaucoup de choses et on a peur. En fait, la guerre, c'est une addition de peurs qui viennent les unes derrière les autres et qui paralysent et qui conduit aussi à l'enfermement et à la solitude. C'est-à-dire qu'on se replie sur... Alors nous, on avait une particularité dans la ville où j'étais à Constantine. Les 2 dernières années, on sortait plus dans la rue. On jouait dans les terrasses, sur les terrasses. Et les enfants, donc, restaient à l'intérieur de la sphère familiale. Donc il y avait un retrait hors de l'espace public. Donc la guerre, par conséquent, on la voyait de loin. On l'entendait beaucoup plus qu'on la voyait, en fait, fondamentalement, puisqu'il y avait des explosions, les bombes qui étaient posées, etc., les barrages, bien sûr. Donc tous ces bruits de la guerre, en fait, qui marquent foncièrement, fondamentalement les imaginaires. J'ai l'impression qu'il vous a fallu du temps à tous les deux pour chercher les mots et pour les trouver, ceux qui convenaient justement... au bonheur perdu, à l'enfance retrouvée. Je me trompe? Même dans les situations de guerre, il y a des moments de bonheur. Il y a des moments musicaux. Il y a des moments intenses, disons, de familiarité entre soi, dans la famille, etc. C'est-à-dire que c'est aussi le moment de l'enfance aussi. C'est-à-dire que la guerre ne détruit pas tout.
Et elle lorsqu'ensuite- détruit pas l'enfance. Non, elle n'arrive pas, même si on vieillit très vite, évidemment, dans la guerre, parce qu'on a peur de la perte des siens, principalement, c'est-à-dire de son père et de sa mère, des proches. Hein, c'est ça, surtout. Le reste, le pays, tout ça, on ne sait pas trop hein, quand on est enfant. Mais on sait la peur des siens. Mais même ça, même cette peur-là, disons, elle est sublimée quelque part par l'attachement, le bonheur familial, c'est-à-dire le resserrement des liens qui s'opèrent dans des situations d'urgence, dans des situations de crise et de détresse. Et ça, c'est très commun, effectivement. Ce qui fait que quand on est ensuite dans l'exil, plus tard, on se souvient de la violence, bien sûr, mais aussi du bonheur, mais aussi de la musique, mais aussi des moments familiaux extrêmement heureux dans le rapport qu'on a avec ses parents. Moi, je suis parti très très tard, au hammam jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est beaucoup, hein, donc avec les femmes, hein, fondamentalement, jusqu'au jour où celle qui gardait le hammam m'a dit non, quand même, il est grand, le gosse, il peut plus rentrer maintenant. Moi, j'étais très étonné. Prendre le bain avec sa mère et ses tantes, ouais. Moi, j'étais très déçu, fondamentalement. Je voulais aller au hammam et je me suis retrouvé avec les hommes, j'étais très déçu. Il y a une bande-son aussi dans votre livre, Gaël Faye. Il y a un travail sur les sonorités, les sons de l'enfance, les couleurs de l'enfance. Ça, on sent aussi que vous l'avez soigné de manière extraordinairement précise dans l'écriture. Le travail d'écriture, c'est magique parce que je trouve fait remonter comme ça des fragrances de souvenirs. Et effectivement, la nature, la luxuriance, le bruit des animaux, le bruit de la radio qui grésille de ces postes que tout le monde a, l'appel du muezzin aussi, la nuit, tout ça, c'est des choses qui étaient là dans mon inconscient. Oui, on recrée ce monde-là. Benjamin Stora, quand on lit de près vos livres, on s'aperçoit que vos livres les plus intimes, les plus personnels, sont les plus récents. Oui. Que vous avez fait un travail d'historien impeccable sur toute cette période, sur l'Algérie, sur le Maghreb, sur les Juifs d'Algérie, sur les Juifs dans le Maghreb, sur les relations entre les deux rives de la Méditerranée, etc., etc., avant d'arriver enfin au cœur du sujet. Je me trompe ou pas? Ça a été très très long pour arriver à revenir sur moi-même. Il a fallu peut-être se détacher de toute une série de ghettos, quelque part. Bon, il y avait le ghetto de Constantine, le ghetto militant politique, le ghetto universitaire. Il y a une magie du ghetto, attention, hein, c'est aussi formidable de vivre dans les ghettos. Hein, il y a cette espèce de joie du ghetto qui existe, hein, mais un enfermement, et donc on étouffe un peu dans le ghetto. Donc il a fallu aussi se dissocier de tout ça, et puis je suis parti vivre au Vietnam et au Maroc, où je suis resté 4 ans. Et je suis revenu ensuite en France en 2002, et là j'ai commencé à m'intéresser à moi-même. C'est-à-dire que dans ce deuxième exil très lointain, j'ai commencé à réfléchir sur mon parcours, sur la signification de ce parcours, et donc de descendre au fond de l'intime. Cette volonté de retrouver l'origine, de retrouver aussi toutes les failles, de traverser le miroir, de savoir ce qui se passait de l'autre côté, et puis de retrouver l'enfance, bien sûr. Quand je vous regarde tous les deux, je vois des rescapés. Non, moi je ne suis pas un rescapé parce que j'ai rencontré des vrais rescapés dans le sens des gens qui ont survécu à la mort véritablement. D'ailleurs, souvent ils se disent survivants plutôt que rescapés. Je ne ressens pas ça. J'ai pas vécu ce que des enfants ou des femmes, des hommes au Rwanda qui ont réchappé à la fosse commune ont pu vivre. Pour moi, ça a été la guerre est plus qu'une question de bruit, de sensations. Bien sûr, j'ai vu de la violence, mais j'ai pas vécu ce que d'autres ont vécu. Donc j'étais un témoin plus qu'un rescapé. Benjamin est retourné en Algérie, dans sa ville à Constantine. Vous êtes retourné sur place? Oui, je suis retourné souvent au Burundi. Je n'ai jamais vraiment rompu le lien. Et depuis 1 an, je vis au Rwanda, donc à côté, qui est un pays qui ressemble vraiment beaucoup au Burundi. Parce que j'avais aussi cette envie d'arrêter la nostalgie et cette sensation de l'exil. Je voulais m'ancrer à nouveau dans la région. À quoi ressemble un pays qui a connu un génocide 20 ans après, un peu plus de 20 ans après? Sur un tout petit territoire, les anciennes victimes et les anciens bourreaux cohabitent.
cohabitent pacifiquement. Alors la paix des cœurs, ça c'est personnel, c'est intime, mais en tout cas, bien sûr, les défis sont immenses. Il y a eu 1 million de morts sur ce petit territoire. Les voisins ont tué leurs voisins. Et malgré ça, depuis 22 ans, il y a une société qui se reconstruit, qui se relève. Les gens essayent d'être dignes et debout. Mais je vais le formuler autrement, et excusez le mauvais jeu de mots, mais je sens la faille en vous. Oui, de toute façon, c'est un beau nom. Oui. C'est un nom magnifique. Et puis, vous savez, le Rwanda et le Burundi sont sur la faille tectonique, à l'endroit même où l'Afrique se sépare. Donc, on est dans la région des volcans. Et donc, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le livre, c'est que dans cette région, les hommes sont pareils à la Terre. C'est que ça paraît calme, et effectivement, la Terre bouge, la lave est prête à remonter à la surface. Et bien sûr, je viens d'une histoire qui est une plaie béante, et il faudra du temps. Et ce sera peut-être aux enfants de mes enfants de continuer ce travail pour que leurs propres enfants puissent parvenir un jour à vivre avec cette histoire sans traumatisme. Je vous sens inquiet, vous aussi. Pas toujours, quand même. Pas toujours, voilà, c'est bien ce que je dis. Mais quand même, fondamentalement et radicalement inquiet. Fondamentalement, non pas pessimiste. Hein, non, j'ai dit inquiet, j'ai pas dit pessimiste. Inquiet, sur le qui-vive, disons. Il faut faire toujours un peu attention par rapport à ce qui peut se passer dans les sociétés, parce qu'effectivement, tout peut aller très vite. Tout peut aller très, très vite. Dans le basculement... Vous restez sur le qui-vive en 2016. Au fond, oui, parce que tout peut aller très vite dans le basculement vers la haine de l'autre, quoi. Très vite, très, très vite, ça va très vite. Je sais qu'aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode de parler d'antiracisme, par exemple. On dit, ouais, c'est fini, c'est archaïque, c'est dépassé. Non, je crois pas. Je crois que l'antiracisme reste encore quelque chose de très important dans les sociétés, la société française aujourd'hui, et qu'il faut rester vigilant. Gaël Faye, on sent que ce livre, c'est un moment important de votre vie. Sur quoi maintenant vous avez envie de travailler? Mon vrai travail, ma principale activité, c'est la musique. Et donc j'écris des chansons, je travaille sur un nouvel album. Et puis je travaille aussi sur un nouveau roman, mais qui se passera loin de cette région et loin de ces thématiques, parce que je pense aussi des fois qu'en se délestant un peu de son histoire, on peut revenir à soi par d'autres biais, mais plus inconscient, et ça m'intéresse aussi d'explorer ça. Par rapport à l'écriture romanesque, vous trouvez quoi dans un autre registre, comme le slam, que vous pratiquez également? Eh bien, c'est des phrases plus courtes, c'est un rythme qui est plus cadré. Le roman, c'était pour moi presque un océan sans fin, alors qu'il y a un rythme, il y a une langue plus cadrée, tout simplement. Ouais. Et ça donnerait quoi si je vous demandais de slammer, là, maintenant? Vous auriez envie de le faire sur quoi? Vous n'êtes pas obligé, hein? Non, mais j'ai un texte qui parle de mon rapport à la télé, ou de notre rapport à la télé. Ça fait... Pendant qu'on se débattait dans une fournaise, les autres nous regardaient, assis en charentaise, à se demander « c'est quoi la télé ?» C'est quoi ces peuples qui crient à l'aide entre le fromage et le dessert? L'humanité est plus fragile qu'une orchidée dans le désert. Et quand le drame est bien trop grand, il se transforme en statistique. Et les Didi a plus de poids qu'1 million de morts en Afrique. L'ignorance est moins mortelle que l'indifférence aux sanglots. Les hommes sont des hommes pour les hommes et les loups ne sont que des chiots. Alors on agonise en silence dans un cri sans écho. Et même si la technique avance, elle ne changera pas la déco. On a grandi avec le poids de nos démons sur le roc des coteaux. Alors donnez-nous des mots pour qu'on vous change la photo, pour qu'on écrive à hauteur d'homme ce que la télé ne montre pas. Les battements du cœur de mon âme est une info qui ne ment pas. Je venais d'Afrique, mais sans connaître Kouchner et puis son sac de riz. J'ai débarqué un soir d'hiver ici avec un sac de rimes. Extraordinaire. Merci, messieurs les exilés. Dans une autre fois, je vous raconterai ma vie. On est tous des Français venus d'ailleurs, de toute façon. Merci beaucoup pour ce dialogue. Merci. Merci. On se quitte en musique avec Vincent Delerme, extrait de son nouvel album « Je ne veux pas mourir ce soir ». Et nous non plus. Partageons donc ensemble ce pur moment de douceur.
suis Vincent Delerme, je suis chanteur, et quand je fais pas des chansons, je fais des photos, et puis après je refais des chansons parce que c'est ce que je préfère faire. J'ai fait un disque qui s'appelle À présent, et la chanson que je vais chanter, c'est un titre qui s'appelle Je ne veux pas mourir ce soir, qui est un titre un peu dramatique, mais en fait le fond de l'histoire n'est pas tant que ça, c'est juste ce truc de se dire, tiens, un moment, une soirée, une lumière, comme ça, un garçon qui marche avec une fille et qui se dit c'est tellement bien que je veux pas mourir ce soir. Il y a une fille qui penche, une robe de tennis blanche, et la peau qui a froid, il y a ça. Il y a un sentiment sur un terrain, vaguement. Avant toi, je venais là, elle dit ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche, les deux mains dans les manches. Il y a un soir d'été démodé. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Il y a un cœur qui bat, il y a ça. Je ne veux pas mourir ce soir. Je ne veux pas mourir. Il y a une fille qui penche, une robe, des tennis blanches. Il y a un sentiment sur un terrain vaguement. Il y a une fille qui penche, les deux mains dans les manches. Il y a une ville autour, il y a la fin du jour. Je ne veux pas mourir ce soir.